OK, le feuilleton budgétaire entamé il y a 1 an et demi va peut-être enfin prendre fin. Enfin prendre fin. Parce que le PS va encore trahir? Oui, oui, oui. Et parce que Sébastien Lecornu a trouvé un moyen d'acheter le PS à bas prix. Il a fait des concessions. Voilà. Il a augmenté les impôts sur les très grandes entreprises. Voilà, vous êtes contents les gauchistes, maintenant vous ne me censurez pas. Merci. Voilà ce qui se passe. Et le PS dit OK, on est content, on va pas vous censurer. Donc en vérité, c'est que derrière, il y a une manœuvre du PS qui prépare d'ores et déjà un positionnement pour la présidentielle. Et en fait, le fait de trahir le NFP, ils s'en battent les couilles. C'est pas sur ce secteur électoral-là qu'ils vont faire campagne à l'avenir. Voilà, c'est pas une trahison, stop ce narratif. C'est pour ça que je suis en mode. Ça serait peut-être la dernière trahison du PS au sens où, voilà, l'arc NFP du PS va prendre définitivement fin avec la séquence qui va arriver dans les prochains jours. Dit comme ça, c'est mieux. Bon, pareil, j'en ai marre de dire oh, le PS a encore trahi. Non, c'est plus, là, c'est plus des trucs de trahison. Il a déjà. Mais je veux dire, on est encore dans la séquence de le NFP n'assume pas. Le PS n'assume pas ce qu'il a dit, l'engagement qu'il a pris au moment de son élection via le NFP. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, on était encore dans un espèce d'entre-deux, de moins en moins, depuis la fin de l'année dernière, là. Depuis leur première non-censure, là, du gouvernement Lecornu 2. On était déjà un petit peu sorti de cette méta, mais on est encore dans une forme d'entre-deux. Je trouve que le processus n'a pas tout à fait fini de se décanter, et c'est mon analyse. Il va finir de se décanter cette semaine, tout simplement. Cette semaine et la semaine prochaine. Le budget Lecornu risque fort de passer avec l'appui du Parti Socialiste, y compris par rapport au 49.3, alors qu'il disait notre condition sine qua non pour ne pas censurer, c'est l'abandon du 49.3. Donc je veux dire, voilà. Ils pourront plus continuer de trahir après ça, vous pouvez le voir comme ça. Si vous voyez ça sur l'angle de la trahison, là c'est leur dernière occasion de trahir une bonne fois pour toutes, après ils n'auront même plus d'occasion de le faire, quoi. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est surtout un petit peu, à mes yeux, ça va être la fin de cette fameuse séquence budgétaire qui a commencé il y a très très longtemps. Si le budget passe, et de ce qu'on va lire a priori, il risque de très très fort de passer, ça veut dire que le gouvernement risque de tenir jusqu'en 2027 et que voilà, l'arc législative, union de la gauche pour législative, possibilité de dissolution, on acte que ça n'arrivera pas. On acte que ça n'arrivera pas et que la prochaine étape, il y a les municipales, mais la prochaine échéance nationale, c'est bel et bien les présidentielles. Donc voilà, là on arrive à la fin de ce grand feuilleton entamé à partir de la dissolution en 2024, plutôt entamé à la rentrée de la session 2024-2025. Voilà. On est à la fin du feuilleton depuis un moment, mais là on arrive à la toute fin. Là c'est bientôt le season final. Là on est sur l'avant-dernier épisode, l'avant-avant-dernier épisode. Le season final, ça va être dans les jours qui suivent. Et après on pourra enfin parler un peu d'autre chose, quoi. Parce que là moi je commence à en avoir marre et tout le monde commence à en avoir marre. Voilà, voilà. Du coup le PS est officiellement plus de gauche. Ouais, on peut dire ça comme ça dépend ce que tu appelles la gauche. Si la gauche t'estime que c'est une position relative et le référentiel c'est l'Assemblée nationale française actuelle, on peut dire que c'est le centre-gauche. En tout cas, on acte le fait qu'ils n'ont plus rien à voir avec ce qu'a pu être le NFP à un moment donné. Voilà. Le budget, c'est épisode filler, ouais. Ah non, c'est pas ça, c'est que le budget, il y a eu plusieurs saisons sur le budget, mais il y a eu trop d'épisodes filler dedans. C'est plus ça. C'est plus ça. Bref, donc on va lire l'article et figurez-vous qu'on va lire un article de l'Humanité. Et j'ai pas fait exprès, je cherchais un article qui avait l'air sympa pour parler de cette séquence budgétaire. À la base, je voulais lire des articles en mode genre le gouvernement décide de taxer les grandes entreprises. LOL. Oh waouh. Et bon, voilà, je l'aurais lu en disant tout ça c'est de la douille. Tout ça c'est de la douille. Le budget à côté, ça reste un budget de droite. Mais j'ai trouvé un très très bon journal qui s'appelle l'Humanité, avec lequel je travaille par ailleurs, qui a déjà fait un article qui va dans ce sens. Au lieu de dire le gouvernement décide d'augmenter la fiscalité des grandes entreprises pour gagner le soutien du PS. C'est directement écrit noir sur blanc pourquoi les concessions de Sébastien Lecornu faites au PS augurent des coupes massives. Voilà, ça explique directement en quoi c'est une douille, parce que l'Humanité c'est plutôt un bon journal, et j'ai pas fait exprès de tomber sur cet article, mais il se trouve que c'est un certain Anthony Cortès qui a écrit l'article. Voilà. Anthony Cortès, journaliste à l'Humanité, etc., qui a écrit des bouquins, et qui est mon binôme, du coup, dans l'émission que j'ai à l'UMA, Ribot dans l'UMA. Voilà. Donc c'est la première fois que je me retrouve à chercher un article, et il se trouve que je tombe sur celui de mon camarade Anthony Cortès. Voilà. Donc c'est cool, ça fait plaisir. Anthony qu'on salue évidemment. Le monde est petit, c'est fou. Et oui, et oui, et oui. Disons que les gens basés finissent par se reconnaître entre eux. On pourrait dire plus ça comme ça. Donc Anthony qu'on salue évidemment. D'ailleurs, bah voilà, on va parler de tous ces sujets-là avec lui. Ça sera un des sujets de mercredi, c'est sûr et certain. Parce que là, a priori, on saura si c'est un 49.3. On en saura plus. Et ça va être un de nos gros sujets mercredi. Je pense mercredi, on va faire que 2 sujets. Et on aura ce gros sujet-là. Voilà. Donc c'est bien, je me prépare dès maintenant en lisant l'article. Donc ceux qui ont regardé le live d'aujourd'hui, qui regarderont le Ribot dans l'UMA de mercredi, on verra un peu. Voilà. Ça sera bien. On aura fait tout ce sujet en long, en large, en travers. Et Anthony, lui, c'est vraiment, il est journaliste politique pour la politique française à l'UMA. C'est vraiment un sujet qu'il connaît très très bien. C'est son sujet au sein de l'Humanité, quoi. Voilà, voilà. On va voir s'il écrit bien. Bah oui, il écrit bien. Il a écrit plusieurs livres, hein. Il est très chaud. Il a écrit 3 bouquins. Là, il y en a 2. Mais je crois qu'il en a écrit 3. Journaliste de l'Humanité, auteur de 4,1, le scandale des accouchements en France, Buchet-Chastel 2025, l'affrontement qui vient de l'éco-résistance à l'écoterrorisme, édition du Rocher 2023, et Réveil de la France oubliée, et si notre avenir était dans les villages, édition du Rocher 2021. Donc voilà, il a sorti 3 livres en 4 ans.
il est chaud. Hein. Donc a priori, il sait écrire. C'est là qu'on voit que c'est pas un influenceur clown streamer. Hein. Lui, c'est serious business. Un vrai journaliste qui écrit des papiers et qui écrit des bouquins. Et il est très chaud. Hein. Il est très très chaud. Voilà. Deux bouquins. Rocher, c'est un truc de faf? Non, ça doit être autre chose. Hein, le truc de faf. En tout cas, c'est pas. Il est solide de fou, Anthony Cortez. Hein. Il est solide de fou. Alors après, à un moment donné, il bossait à Marianne, mais c'était il y a longtemps. Et justement, quand Natacha Polony est arrivée à Marianne, il s'est barré. Ils s'est embrouillé avec elle, il s'est barré instant. Il a jamais travaillé à Marianne sous Natacha Polony. C'est justement l'arrivée de Natacha Polony et le changement de ligne vraiment qui va vers l'anti-wokisme et l'idéologie un peu réactionnaire, pseudo de gauche, machin. Directement, il s'est barré. Quoi. Quand c'est devenu printemps républicain, il s'est barré instantanément. Mais il a bossé genre peut-être 2 ans à Marianne il y a longtemps. Et voilà. Il a une trajectoire de gauchisation de ce que j'ai pu comprendre. Voilà. Il s'est gauchisé avec le temps. Contrairement à moi qui me suis droitisé avec le temps, je suis passé de communiste révolutionnaire trotskiste à vilain sosdem. Lui, il a fait un peu l'inverse. Et là, du coup, on est à peu près au même, on est à peu près au même endroit politiquement. Lui, il vient d'un endroit un peu plus sosdem, justement, et il a plutôt eu une trajectoire qui allait vers la gauche. Et moi, vous voyez. Donc, du coup, je trouve qu'il y a une cohérence et c'est aussi pour ça peut-être que le duo fonctionne bien. Quoi. Voilà. Bref, on va lire ça. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé une série de concessions à destination des socialistes, sans toutefois revenir sur son objectif de ramener le déficit sous les 5% de PIB. Laissant présager des coupes importantes dans les services publics pour financer ces mesures, le recours au 49.3 et aux ordonnances doit être annoncé ce lundi à l'issue d'un conseil de ministres. Donc on le saura en fin d'après-midi. Est-ce que c'est ordonnance ou 49.3 ? A priori, ça devrait être le 49.3 parce que l'EPS est plus en faveur d'un 49.3 qu'en faveur des ordonnances. Il faut savoir que faire un budget par ordonnance, ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait sous la Ve République. Par 49.3, oui, mais sous ordonnance, ça n'a jamais été fait parce que c'est pas fait pour ça, les ordonnances à la base. Et ça contourne encore plus le Parlement que le 49.3. C'est dire. Hein. Sachant que le 49.3, c'est déjà un outil qu'on pourrait largement qualifier d'autoritaire. Mais les ordonnances, c'est encore pire. Donc, a priori, en fin d'après-midi, ou peut-être quand la VOD sortira, vous le saurez déjà, a priori, ça part sur un 49.3. Et a priori, ils ont négocié avec le PS le fait qu'il ne serait pas censuré. Voilà. Donc un article d'Anthony Cortez, let's go. Il existe des cadeaux qui peuvent se révéler empoisonnés. Les annonces de Sébastien Lecornu sur le budget, présentées comme autant de concessions aux socialistes, semblent en être. Ce vendredi, le Premier ministre a annoncé une série de mesures qui, espère-t-il, pourraient lui permettre d'éviter la censure des parlementaires PS, alors que le recours au 49.3 et aux ordonnances doit être annoncé ce lundi, aujourd'hui, à l'issue d'un conseil des ministres. Au ciblé de la prime d'activité, indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation, repas à 1 € pour les étudiants, sanctuarisation des APL. Autant d'avancées saluées par Olivier Faure, premier secrétaire du PS, qui a cependant précisé que ses députés ne feront pas tomber le gouvernement qu'à l'unique condition que ces victoires obtenues ne se fassent pas sur le dos des Français. Précisant sur TF1 ce samedi qu'il attendait donc d'avoir la copie budgétaire complète et qu'il n'y ait pas de flou pour communiquer une position définitive. Alors logiquement, la position définitive de Olivier Faure, ça serait s'en tenir à ce qu'ils ont dit il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois. Il y a 2 mois, ils ont dit « Nous ne censurez pas le gouvernement à 2 conditions. Premièrement, il faut suspendre la réforme des retraites. C'est pas possible. C'est notre combat. Il faut suspendre la réforme des retraites. Deuxièmement, il faut abandonner le 49.3. Il faut faire vivre le Parlement à nouveau. Il faut faire vivre la démocratie parlementaire. C'est via le compromis et l'échange de bons procédés à l'Assemblée nationale que nous trouverons un budget convaincant pour la France. Si vous n'utilisez pas le 49.3 et que vous suspendez la réforme des retraites, on vous laisse vivre. Sinon, on censurera. Qu'est-ce qui s'est passé ? La suspension de la réforme des retraites, c'est un bête décalage tout pourri qui sert à rien, qui concerne 40 000 personnes en France, c'est de la merde. Voilà, je le dis très clairement. Et l'abandon du 49.3, au final, ils vont quand même faire un 49.3 négocié avec le PS. Donc logiquement, s'ils étaient un tout petit peu cohérents, le PS, ils diraient bah non, on va vous censurer, on n'avait dit pas de 49.3. Ils vont pas le faire, ils vont dire non, ça va, ils ont corrigé leur copie, donc on laisse passer le 49.3. Wesh. Ils vont dire mais non, on a arraché plein de victoires. Là aussi, de la prime d'activité, l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation, le repas à 1 € pour les étudiants, la sanctuarisation des APL. Il y a aussi d'autres trucs et l'augmentation de taxes sur les entreprises que voilà, Anthony Cortez, il a mal fait son travail, ce neuil. Il l'a pas mis dans l'article. Je plaisante. Mais il y a aussi ça, je l'ai vu. Peut-être qu'il a commencé à écrire l'article avant qu'il y ait ses annonces. Mais bon, en quoi c'est de la douille ? C'est ce qu'on va tenter de voir, justement, via cet article. D'après la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, s'exprimant auprès de Ouest France ce dimanche, Matignon devrait détailler ses mesures dans un courrier adressé à tous les parlementaires lundi pour que chacun puisse se positionner. Bien qu'elle promette qu'il n'y aura aucun bricolage fiscal, les voies de financement de ces économies ne sont pas précisées, tout comme leur modalité d'adoption. Est-ce que ça va passer par 49.3 ou par ordonnance ? Seule certitude. Ces concessions se feront au prix d'économies massives. En effet, dès vendredi, le Premier ministre avertissait. Le déficit public, à 5,4% en points de PIB,
l'année passée doit impérativement baisser en 2026. Peut-être pas autant qu'initialement visé, c'est-à-dire 4,7% du PIB, mais à moins de 5%. Donc il y a des économies à faire. Donc sur quoi on va taper? Sur l'école? Sur l'hôpital? Sur les collectivités territoriales qui sont déjà ultra sous-financées? C'est toujours la question. Quelle politique austéritaire va être appliquée? Ça va être une politique austéritaire. La logique derrière ce budget sera une logique austéritaire. Sera une logique de réduction de la dépense publique. Alors qu'au contraire, normalement en France, il y a ce côté, bon, bah, on paye beaucoup d'impôts et de cotisations, c'est vrai, mais au moins on a des bons services publics, donc ça va, le système il fonctionne bien. La justification au fait qu'effectivement on paye plus d'impôts en France qu'ailleurs, globalement, et de cotisations, c'est qu'on a un système social et des services publics qui sont plus performants qu'ailleurs. Et je veux dire, de base, c'est comme ça que la France fonctionne, et les Français sont d'accord là-dessus. De base, même droite-gauche, il y avait plus ou moins un genre de consensus sur le fait que, bah voilà, c'est la spécificité de la France, les services publics et la sécurité sociale, et voilà. Et voilà, et De Gaulle, il était d'accord avec ça, par exemple. Vous voyez? De base, il est censé y avoir un peu un consensus en France autour de ça. C'est de moins en moins le cas. C'est de moins en moins le cas. Et en tout cas, les politiques de réduction des dépenses publiques, les politiques d'austérité cassent les services publics en maintenant le taux d'imposition et de prélèvement au même niveau. Donc évidemment que le consentement à l'impôt, il en prend un coup, tout en épargnant les milliardaires et les grandes entreprises. Et donc c'est pour ça que les Français, ils en ont plein le cul aussi. Ils ont payé beaucoup d'impôts. Les services publics, c'est de moins en moins, ça marche de moins en moins. Et en plus, voilà, les milliardaires, ils payent pas d'impôts, eux. Et donc il y a un moment donné où ça grogne en France. Et c'est normal, c'est normal. Donc je veux dire, la logique budgétaire qu'il y a derrière ça, c'est une réduction de dépenses publiques. Donc c'est de l'austérité, alors même que les impôts dans l'ensemble des Français et les prélèvements sont pas spécialement baissés. Donc c'est de la merde, c'est de la merde. C'est ça qui crée du ressentiment en France. Et ce ressentiment, il peut avoir aussi, enfin ce ressentiment, une grogne quoi. Cette grogne, elle peut se structurer autour d'une vision de gauche. C'est de se dire, on paye beaucoup d'impôts, certes. Normalement, on devrait avoir les services publics qui vont avec, mais il y a de l'austérité, donc on se fait douiller. Et à la place, l'argent de nos impôts, il va dans des aides aux entreprises. Il va pour colmater les caisses de la bourgeoisie nationale et des grandes entreprises, avec une vision de gauche. Ok. Il y a aussi la vision de droite où les gens se disent on paye plein d'impôts, c'est une dinguerie, on n'a pas de service public, tout ça, ça sert à payer les assistés dans les banlieues, les Noirs et les Arabes. Mais je veux dire, cette politique d'austérité du gouvernement qui en même temps maintient un niveau de prélèvement assez élevé en France, c'est en mode on a ni le beurre ni l'argent du beurre au final. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça crée aussi un vote d'extrême droite qui se focalise autour d'un discours anti-fiscal, autour d'un discours anti-assistanat, en mode genre on paye trop d'impôts pour les étrangers et les assistés, quoi. Je veux dire, ces mesures-là, ce genre de politique d'austérité, de réduction de dépenses publiques, participent à la montée de l'extrême droite, puisque l'extrême droite instrumentalise ça pour au final dire regardez, le problème c'est les assistés, les Noirs et les Arabes, quoi. Donc voilà. Et le PS participe à ça en disant non, ça va, il est pas mal le budget. Ah oui, l'austéritaire, mais regardez, on a pris 2-3 petites mesurettes de merde. Donc tout ce beau monde-là, en faisant les mêmes politiques de réduction des dépenses publiques et de casse de notre système social, participe à la montée de l'extrême droite. Voilà. Donc le PS, idiot utile de l'extrême droite, again and again. Bien sûr, la possibilité la plus évidente se trouve du côté de la taxation du capital, en reconduisant notamment la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises à l'identique selon les exigences socialistes. Elle rapportera, je cite, environ 8 milliards d'euros dans la version finale du budget 2026, contre 4 dans la version initiale. Donc effectivement, c'est le truc dont je dis, il n'en parle pas, mais il en parlait juste après. A confirmé dimanche soir sur France Info la porte-parole du gouvernement, Maud Brejon, ajoutant que les ETI seront exclus du dispositif, donc des entreprises de taille intermédiaire. Donc c'est, en gros, on devait augmenter les impôts sur les grandes entreprises à hauteur de 4 milliards d'euros sur l'année. Au final, c'est 8 milliards d'euros sur l'année. Par rapport à la thune qu'il y a à prendre dans les poches des grandes entreprises, on va dire, ça reste une mesurette. Rappelle que justement, il y avait la taxe Zuckman, dont on a quand même discuté pendant des mois, etc., pour dire, bah voilà, il y a des dizaines et des dizaines de milliards à aller chercher, même pas du côté des entreprises, mais juste des ménages les plus riches, dans un souci de justice fiscale. Il y a eu le rapport de Fabien Gay, qu'on salue, hein, n'hésite pas à augmenter Fabien Gay, n'est-ce pas, on lit l'humanité. Augmente Anthony Cortez aussi au passage. Il fait du super bon boulot sur Twitch, alors qu'il est même pas streamer à la base. 211 milliards d'aides aux entreprises ou de manque à gagner par des politiques d'exonération de cotisations sociales pour les entreprises, quoi. Donc quand tu vois la manne financière qu'il y a là, les 211 milliards là, avancés par le rapport sénatorial, les 25-30 milliards avancés par Gabriel Zuckman si on appliquait la taxe Zuckman, bah, augmenter de 4 milliards de plus que prévu des entreprises sur des taxes sur les très très grandes entreprises, c'est de la mesurette et jamais ça va contrebalancer la politique de casse des services publics qui font de l'autre main, quoi. Voilà. Mais ça suffit pour se mettre le PS dans la poche, vraisemblablement. Voilà. Problème pour l'exécutif. Les groupes LR et Renaissance s'y opposent frontalement. Ah
Dans le même sens, la taxe sur les holdings patrimoniales pourrait être alourdie et le pacte Dutreil, niche chérie par le patronat, pourrait être raboté. Donc le pacte Dutreil, c'est un truc qui permet de dire quand il y a une très grosse entreprise, mais en gros qui passe par héritage, qui reste dans une famille, vous voyez, il y a un truc qui s'appelle le pacte Dutreil qui permet de réduire les impôts à payer. Et en final, c'est une manière de contourner l'impôt sur les successions. Et là, on parle de sommes, c'est des millions et des millions, voire des dizaines de millions d'euros de capital, quoi. Voilà. C'est vraiment des très très grosses sommes. Et le pacte Dutreil, c'est une façon de dire on est une entreprise familiale, pour pas que nos entreprises finissent rachetées par les mains de puissances étrangères, du coup on paye beaucoup moins d'impôts quand ça passe du papa au fiston. Sauf que des entreprises familiales, ça peut être des multinationales de zinzin, quoi. Donc au final, tout ça est utilisé comme une niche fiscale pour éviter de payer des impôts sur les successions. Le pacte Dutreil, c'est ça, quoi. Voilà, c'est une des nombreuses techniques totalement légales et encadrées légalement que peut utiliser la grande bourgeoisie capitaliste pour au final échapper totalement à l'impôt. Voilà. Mais là encore, du coup, raboter le pacte Dutreil, alourdir les taxes sur le holding patrimonial, pardon, et alourdir le pacte Dutreil, machin bidule, raboter le pacte Dutreil, désolé, bah ça plaît pas à LR et Renaissance, qui trouvent déjà qu'on taxe beaucoup trop les entreprises en France. Et donc c'est aussi pour ça que c'est un peu dur de joindre les deux bouts pour ne pas se faire censurer, enfin pour pouvoir passer un budget. Si ça va un tout petit peu trop à gauche, mais vraiment avec des miettas, c'est déjà trop pour les républicains et même les macronistes. Mais par contre, s'il y a vraiment aucune zéro concession que le PS, pour le PS peut pas dire victoire, on a gagné, regardez, on est en constructif contrairement à ces connards de LFI. Donc je veux dire, il est obligé de jongler avec les deux bouts, Sébastien Lecornu. Et c'est ça qui explique qu'à la fin, il va quand même passer par 49.3. Parce que je veux dire, le texte sera pas suffisamment satisfaisant pour être voté directement à la fois par le PS, les macronistes et les républicains, qui feraient une majorité. Mais s'il le passe par 49.3, ça suffira pour que peut-être il ne censure pas. Donc c'est ça son objectif. Être un truc qui soit relativement satisfaisant pour le PS, pas trop insatisfaisant pour la droite LR, de manière à ce qu'ils ne se prennent pas de censure en cas de 49.3. Mais il sera quand même obligé de passer en force, parce que c'est pas assez satisfaisant pour que ça soit voté directement. C'est ça l'enjeu, quoi. Et ce qui explique pourquoi c'est aussi des miettes qui sont laissées au PS. Parce qu'en gros, s'il va trop du côté du PS, là, c'est LR qui va peut-être finir par censurer, quoi. Voilà. En vrai, je comprends même pas qu'il n'y ait pas eu de scission au PS. C'est tous des connards ou quoi? Ah bah... oui. Après, une scission au sein du PS... Inch'Allah. Ça serait bien, hein, ça serait bien. Peut-être que ça va réveiller une fronde au sein du groupe parlementaire Parti Socialiste. Peut-être qu'il y a une partie du groupe socialiste qui va dire attends, on avait dit il y a une condition sine qua non, c'est l'abandon du 49.3. Si là on laisse passer le 49.3, on va passer pour des couillons. Hein. Ça se trouve, il va y avoir une fronde au sein du Parti Socialiste. Il manque pas tant de voix que ça pour censurer le gouvernement en cas de 49.3. Hein. Il suffit qu'il y ait un peu plus d'un tiers du groupe parlementaire socialiste qui vote la censure malgré tout en cas de 49.3. Le gouvernement tombe. Donc c'est pour ça que ça sera intéressant d'observer le vote. Il y a quand même peut-être un monde où il y a une surprise. C'est pas totalement impossible. Mais là quand même ça en prend pas la direction parce que derrière il y a des logiques d'appareil. Et ça on en parlera juste après avoir fini de lire l'article. Il y a des logiques d'appareil où le Parti Socialiste prépare l'après finalement. Prépare la présidentielle 2027, prépare son prochain positionnement politique. Parce que la Macronie va s'autodissoudre. La Macronie va s'effondrer, tout le monde le sait. La Macronie va s'effondrer après, avec la fin de Macron. Ce qui est un peu logique. Hein. Oh, le macronisme ne survivra pas à Macron. Bah tiens, bizarre. Oui, ça paraît un peu logique. En tout cas, il va y avoir une restructuration, un post-Macron. Le PS prépare déjà ça, donc il y a une logique d'appareil, une logique de préparer la suite, qui fait que le PS, même au sein du PS, tout le monde risque, par esprit d'appareil finalement, de effectivement ne pas censurer, quoi. Et d'être en mode de faire le bon petit soldat de la direction. Voilà. Bref. Ok. Donc oui, là, du coup, le pacte Dutreil, etc., la droite, dans son entièreté, s'oppose à certaines mesurettes un peu de gauche. Un camp que l'exécutif n'attend pas se mettre à dos. Effectivement, le gouvernement n'a pas envie de se mettre les macronistes, enfin, on va dire certains macronistes, et LR à dos. Sans ça, ils perdent la possibilité de faire passer un budget. Voilà. Mais celle-ci ne concernerait pas les plus riches, mais tout le reste de la population. Ok. Donc, et pour cause, des économies supplémentaires pourraient être demandées aux collectivités locales. Encore, mais c'est vrai, les collectivités locales, c'est genre en mode. Elles se font saigner tous les jours, elles se font tabasser en termes de dotation publique et on leur demande encore, quoi. Putain. Ce qui devrait causer bien des dégâts dans les services publics. Dans le même temps, les ministères jugés non prioritaires, entre guillemets, autrement dit tout ce qui n'est pas en lien avec la défense, l'intérieur et la justice, devraient voir leur budget réduit, comme l'a promis Sébastien Lecornu vendredi. Donc le ministère de l'Éducation nationale, moins d'argent pour l'école. Voilà. Typiquement. Ministère de la Santé, moins d'argent pour la santé. C'est ça que ça veut dire très concrètement. C'est pour ça que c'est un budget de droite, c'est un budget qui est violent, malgré le fait qu'il y ait quelques mesurettes de gauche. Parce que ça soit l'éducation nationale ou l'hôpital public, typiquement, c'est le même discours depuis des années, c'est en mode on ne peut plus faire d'économie. On est en sous-effectif, c'est la merde, on est obligé de maltraiter les élèves, on est obligé de maltraiter les patients.
Il y a des morts parfois, des gens qui attendent dans les brancards, dans les couloirs d'hôpitaux, qui finissent par mourir faute de soins parce qu'il n'y a plus une thune. Tous les chefs de services de l'hôpital, ils sont en mode genre, c'est plus possible, on tire la sonnette d'alarme, à l'aide, il faut plus d'argent, ou sinon l'hôpital public est en train de mourir. Ils le disent, donc chaque euro économisé sur le dos de l'hôpital public, chaque euro économisé sur l'éducation nationale, ça crée in fine de la maltraitance quasiment, quoi. La maltraitance vraiment pur jus en ce qui concerne les soins et l'hôpital, mais même aussi pour l'école publique, quoi. C'est pas comme si ça va, ils économisent pas tant que ça, donc c'est pas austéritaire et c'est pas de droite et c'est pas violent. Non, non, non. Chaque euro économisé sur des secteurs publics comme l'école ou l'hôpital, chaque euro économisé, c'est un petit coup de poignard parce qu'ils sont déjà en flux tendu, ils sont déjà en sous-effectif, ils sont déjà en manque de thunes de zinzin, quoi. Voilà. Et c'est en fait, de telles mesures seraient déjà une condition largement suffisante pour qu'un parti de gauche, logiquement, qui a été élu sur le mandat du NFP, censure. Et le PS le fait pas. Voilà. Bref. Hem, OK, OK. Cet effort demandait aux très grandes entreprises, donc la fameuse surtaxe exceptionnelle sur les bénéfices, a un sens très clair et une portée nationale. Il contribuera directement au financement de l'accélération de notre trajectoire de défense. Donc même quand ils font des compromis avec le PS en disant on va taxer un tout petit peu plus les très très grands groupes qui font des méga giga profits, mais vraiment pas grand chose, ok on veut bien, mais ça nous fait chier, donc c'est que pour remettre l'argent dans l'armée, dans le ministère de la Défense. Hein. À côté de ça, on continue à tabasser les services publics, quoi. C'est grave. Euh, Ok, ok. Donc, oui, donc ça, c'est ce qu'a dit Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu, il a dit ça aux chefs d'entreprise auprès desquels il se désole également de ne pas pouvoir baisser ou de ne pas pouvoir encore baisser les impôts de production. Sachant que le plan de la Macronie, déjà de base, c'était baisser les impôts de production des entreprises, qui est une demande des grosses entreprises françaises depuis des années, quoi. Voilà, mais encore une fois, ça fait de l'argent en moins. Et réduire les impôts de production des entreprises, très bien, mais à ce moment-là, assumez. Vous détruisez quoi? Plutôt l'hôpital? Plutôt l'école? Dites-le, soyez honnête encore une fois. Bref. En revanche, les dispositifs liés à l'emploi ou l'aide au développement des pays pauvres ne sont pas à l'abri. Je veux qu'il confirme ne pas les prendre d'une main ce qu'il donne de l'autre, affiche Olivier Faure, entendant continuer à mettre la pression sur le gouvernement. Les économies, je suis prêt à en faire. Mais les économies supposent de ne pas faire de coupes claires, n'importe comment, dans les services publics. Ben, qu'est-ce que tu veux économiser alors, Olivier Faure? Je suis pour les économies, mais pas dans les services publics. Tu veux économiser quoi alors? Je veux bien qu'on me donne moins d'argent public aux services publics, mais faut pas que ça soit dans les services publics. T'économises où alors si c'est pas dans les services publics? Autant de possibilités qui font frémir le reste de la gauche, inquiète des arbitrages gouvernementaux à venir, ne retenant plus ses coups à l'égard des socialistes. Je ne comprends pas ce que font les socialistes. Où sont les progrès sociaux? S'interroge Sandrine Rousseau, députée écologiste. Ce budget prévoit la suppression de la prime de Noël pour plus d'1 million de personnes et la suppression de 4000 postes d'enseignants. Les écologistes et les communistes sont également vent debout, assure Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise. Et là, on va en parler un petit peu après, mais c'est ça qui est intéressant. C'est qu'à un moment donné, au final, faire des budgets comme ça, alors ça se voit pas parce qu'il y a les municipales et les logiques des municipales sont différentes des logiques nationales. Donc là, on peut avoir des alliances avec les écolos, le PCF et le PS dans le cadre des municipales, mais dans le cadre national et de l'Assemblée nationale, il y a un côté où le groupe communiste et le groupe écolo, ils suivent pas le PS dans ce délire-là. Dans ce délire-là, ils sont plus côté LFI pour le coup. Voilà. Vous allez voir après, justement, un mec comme François Hollande, là, tente de draguer le groupe communiste et le groupe écolo en leur disant non, non, votez pas la censure, restez avec nous, il faut qu'on puisse travailler ensemble. Donc c'est ça qui est intéressant à regarder. Comment, à l'échelle nationale, je parle pas de l'échelle des municipales, il y a plein de trucs qui sont très différents, des logiques qui sont très différentes pour les municipales, mais à l'échelle nationale, voir comment tout ça va aussi influencer sur la manière dont se structure la gauche, entre guillemets, et d'éventuels peut-être éloignements, fractures entre le PS et les écolos et le PCF sur les questions nationales, sur les questions parlementaires. À voir, à voir. Ok. En tout cas, voilà, Manuel Bompard, il met bien le point dessus, il met bien le doigt là-dessus quand il en parle. Voilà, il est en mode, les écologistes et les communistes sont également vent debout. Il est en mode nique le PS, et il n'y a pas que nous qui le disons, les écolos et le PCF sont d'accord avec nous. C'est pas pour rien qu'il dit ça. C'est un côté où, au moins sur les questions nationales, il essaye aussi un peu de se les mettre dans la poche, quoi. Il y a toujours ce côté-là où le PS et LFI, ces deux pôles-là, tentent un peu d'aller tirer les autres, donc les écolos et le PCF, vers eux. Parce que bon, celui qui se retrouve à être appuyé par les écolos et le PCF est plutôt avantagé par rapport à l'autre qui est tout seul. Il y a quand même un côté un petit peu comme ça. C'est pour ça que Manuel Bompard aussi dit, bah non, les écologistes et les communistes sont d'accord avec nous. Quand ils ont l'occasion de le dire, généralement ils essaient de le dire. Voilà, relire la théorie de la clébardisation, bien sûr. La réalité, c'est que le PS a changé d'alliance, a abandonné le programme du NFP et son propre contre-budget pour rejoindre la coalition macroniste et éviter le retour aux urnes. C'est toujours Manuel Bompard qui parle et il a totalement raison. Je vois pas comment on peut avoir une analyse qui est différente aujourd'hui. Voilà.
Du coup, s'il y a d'éventuelles législatives, est-ce que tu penses possible un NFP sans PS? Moi, je pense que c'est ce qu'il y a le plus souhaitable. C'est mon avis et c'est ma théorie. Ce qu'il y a le plus souhaitable pour avoir maximisé le nombre de députés de gauche à l'Assemblée et surtout minimiser le nombre de députés d'extrême droite, faudrait quand même une forme de cadre unitaire, je pense. Je suis pas tout à fait sûr, mais je pense. Mais par contre, avec le PS, c'est force est de constater que tout ce qu'ils font depuis des mois à l'Assemblée nationale, ça invalide une possibilité de s'allier avec eux. Donc moi, je pense à la technique s'il y a des législatives anticipées, mais en vérité, je pense que ça n'arrivera pas. Je pense qu'on a quitté cette méta-là et que là, maintenant, c'est déjà la logique de la présidentielle qui arrive. Et c'est pour ça que le PS jette le NFP à la poubelle, d'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? On parle de Roussel? Non, justement, ça sert à rien de parler de Roussel. Roussel ne sert à rien dans cette histoire. Roussel n'a même pas son mot à dire, quasiment. Roussel, il est plus député, il est en perte de vitesse. Genre, des alliances dans le cadre de législatives, on s'en bat les couilles de Roussel. Du coup, chacun pour soi, bah moi je pense qu'il serait le mieux, c'est de dire on fait le NFP, par contre le PS, vous avez jeté le NFP à la poubelle, bah démerdez-vous maintenant. S'il y a un NFP avec le branding NFP, où c'est uniquement dedans LFI, écolo, communiste, l'après et génération, bah ça isole le PS, ça maximise quand même le nombre de sièges a priori de gauche à l'Assemblée, et c'est plus efficace pour qu'il y ait moins de députés RN à la fin. Et ça permet aussi de normaliser d'une certaine manière LFI en leur disant bah non, bah voilà, c'est la gauche, c'est juste la gauche. Voilà. Donc moi, pour moi, il y aurait à mes yeux, il y aurait que des avantages à, en cas de législative anticipée, avoir un NFP sans le PS. Après, la question, c'est est-ce que ça peut arriver? Ça, c'est une autre question. Mais dans l'idée, moi, je pense que pour les législatives, je dis pas de manière générale pour toute échéance nationale, mais pour les législatives, je pense que ça serait la meilleure chose. Est-ce que c'est possible de le faire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que voilà, Manuel Bompard qui fait exprès de dire regardez les écolos, les communistes, ils sont restés avec nous contrairement au PS. Je pense que c'est aussi dans cette logique-là. Mais en vérité, moi, ce que je pense, c'est il risque quand même de ne pas y avoir de censure, il risque de ne pas y avoir de législative anticipée. Là, la prochaine échéance nationale, c'est les présidentielles. Actons-le, en tout cas d'ici une semaine ou deux, quand le budget sera passé ou le gouvernement sera censuré, au moins on y verra plus clair. Mais je pense qu'il n'y aura pas de législative anticipée. Je pense que là, voilà, ça va continuer comme ça. Le Cornu va tenir jusqu'à la présidentielle. Il dira mission accomplie, c'était pas évident, mais vous voyez, j'ai fait tenir la France et la stabilité. Je suis un grand homme politique. Il pourra se gargariser d'avoir fait ça. Et le PS pourra se gargariser d'avoir participé aussi à cette stabilité, d'avoir été responsable. Et voilà, tout se réglera en 2027. Moi, je pense que c'est ça qui va se passer. Voilà. Mais en cas de législative anticipée, le meilleur scénario à mes yeux, ça serait ça. Ça serait un NFP sans le PS. Mais est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Voilà, ok. Donc on en était où? Oui, on était Bompard qui disait le PS a changé d'alliance, a abandonné le programme du NFP et son propre contre-budget pour rejoindre la coalition macroniste, éviter le retour aux urnes. Tout à fait, je suis d'accord à 100% avec ça. La dette et le déficit à 5% ne peuvent pas être l'horizon indépassable de nos débats budgétaires. Observe pour sa part Emmanuel Morel, député gauche démocrate et républicaine. Donc gauche démocrate et républicaine, GDR, c'est le groupe communiste. La grandeur de la France, c'est aussi de savoir mener des politiques de solidarité et des politiques d'investissement d'avenir. Donc voilà, le groupe communiste, il est en mode nique sa mère le PS et le budget, nous on va censurer comme prévu en 449.3. D'ailleurs, toutes les possibilités de censure ont été votées par le groupe communiste et le groupe écolo depuis le début. Voilà. Ouais, enfin les cocos de ma métropole sont plus macronistes compatibles que marxistes. Du fait que c'est un bastion du PS, donc plus de place chez eux. Ouais, là tu parles à l'échelle locale dans le cadre des municipales peut-être. Mais à l'échelle, pour ce qui est des législatives, pour ce qui est du contexte parlementaire en France, le groupe GDR est bien plus l'allié de la France insoumise que l'allié des macronistes, objectivement, pour ce qui est vraiment du travail parlementaire. Encore une fois, quand je dis ça, je parle pas de tout ce qui est possible. Il y a des trucs où localement, et des trucs du PCF, oui, ils sont vraiment poteaux avec le PS localement, etc., etc. Mais pour ce qui est du cadre parlementaire et législatif, voilà. GDR, historiquement, déjà, ils ont toujours été proches de ce que là représente LFI, etc., etc. Et pareil, là, les écolos, ils ont beaucoup plus voté comme... Alors après, les écolos, certes, les écolos, ils se sont abstenus sur le PLFSS. Mais à part ça, ils ont voté quasiment à chaque fois comme la France Insoumise, à part cette petite exception. Et GDR, voilà, sachant que le président du groupe GDR, c'est Stéphane Peu. Stéphane Peu, c'est pas un rousseliste. Stéphane Peu, il était sur la plateforme d'opposition à Roussel dans le congrès où Roussel est arrivé. Il était sur la ligne du précédent secrétaire national du PCF, c'est-à-dire Pierre Laurent. Il était sur la ligne, il faut s'allier avec la France Insoumise, Stéphane Peu. Il est la même team, il était sur la même plateforme qu'Elsa Faucillon. Donc je veux dire, il y a même déjà un décalage entre vraiment les rousselistes avec vraiment le cadre les cadres et la garde rapprochée, on va dire, de Roussel au sein du PCF et le groupe parlementaire GDR et les communistes à l'Assemblée. Il y a déjà un clivage qui existe en interne par rapport à ça. Et il y a des moments où les déclarations venaient du groupe parlementaire communiste et pas du comité central du PCF. Vous voyez? Parce que déjà là-dessus, c'est un peu en train de changer. Donc c'est pour ça, dans le cadre législatif,
On s'en bat les couilles de Roussel en réalité. C'est pas du tout le même cadre, vous voyez. De la même manière que le cadre parlementaire et des législatives et de l'Assemblée nationale n'est pas le même que le cadre des municipales. Donc pour moi, faut pas un peu tout mélanger. On pourrait se dire, mais attends, le PCF et les écolos, ils ont acté le fait que qu'ils ont choisi le PS plutôt que LFI. Ça peut être vrai dans une ville, c'est le cas à Paris par exemple. Mais les spécificités des municipales à Paris font que ça veut pas dire que ça sera le cas pour des échéances nationales type les législatives. Voilà, c'est ça que je voulais dire. ELV fait ça par opportunisme, Ribot. Vraiment, ma députée ELV chez moi et c'est totalement du vote opportuniste. Mais attendez. On parle de politique politicienne, les amis. Évidemment que les écolos font des choses par opportunisme. Évidemment que le PS fait des choses par opportunisme. Évidemment que les communistes font des choses par opportunisme. Vous savez quoi? Même LFI, parfois, ils font des choses par opportunisme. Ils font des choses aussi un peu dans leur intérêt. C'est de la politique politicienne. Évidemment, c'est de la politique politicienne. Moi, je dis pas ça en mode genre les écolos basés ou quoi que ce soit. Là n'est pas la question. Voilà. Et je veux dire, à un moment donné, s'ils se mettent des gens dans la poche et... Enfin, moi, c'est mon avis. Moi, je pense pas être un opportuniste de quoi que ce soit, quoi. Mais si on va dire ceux qui vont dans notre intérêt, ceux qui luttent dans notre intérêt dans le cadre institutionnel, électoral, c'est-à-dire LFI en gros, bah peuvent profiter de l'opportunisme de doute de gauche pour avancer un agenda, bah très bien. Il n'y a pas de souci. Moi, je m'en bats les couilles. Imaginons, les communistes et les écolos s'allient avec la France insoumise pour faire un vrai bloc de gauche qui a un peu de la gueule et sans le PS, et que ça isole le PS. Mais qu'ils le font par opportunisme et par cynisme politique dans leur propre intérêt. On prend ou on prend pas? On prend. C'est de la politique politicienne, c'est de la politique électoraliste, c'est de la politique à l'Assemblée nationale, c'est baron noir de toute manière. Voilà. Si vous voulez, si vous voulez pas d'opportunisme, zéro. Juste, on s'en bat les couilles des élections à ce moment-là. À ce moment-là, on organise des grèves, la grève générale et des manifestations. À ce moment-là, on s'intéresse au mouvement social. Là, c'est nettement moins opportuniste. Ça, c'est de la politique politicienne. Évidemment. Voilà. Évidemment. Mais c'est bien de le rappeler. C'est vrai qu'il y a l'opportunisme. Quand je dis ça, c'est pas pour. J'ai lu un commentaire et j'ai dit ça, c'est pas pour dire tu dis de la merde, plaisir facile. Mais c'est ce que tu dis, oui, effectivement. Mais c'est pas incompatible avec tout ce cirque. Au contraire. C'est une des règles, en fait. C'est une des règles aussi. Là, on parle de politique politicienne. On parle de popole, on parle de tambouille. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc moi, je me dis, bon, voilà, on parle de ça, dont acte. Après, moi, c'est mon point de vue. Il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi là-dessus. C'est un angle. Hein, voilà. Sauf que pour l'instant, les seuls qui n'ont pas trahi ce pourquoi on a voté, c'est-à-dire les quelques médiocres lignes sur le programme du NFP, c'est bien LFI. Donc ne mélange pas tout STP. Non, mais oui. Mais de toute façon, attendez. Je suis d'accord. Mais moi, je soutiens LFI, je soutiens pas les écolos. Hein. Je suis d'accord avec ça. Mais si à un moment donné, l'opportunisme des uns peuvent participer à nous renforcer, pour moi, c'est pas un problème. C'est ça que je veux dire. Voilà. Le NFP, c'était déjà une partie d'opportunisme, quoi. Et il y en a qui considèrent que LFI qui s'allie avec le PS pour les législatives, c'est déjà une forme de trahison. Hein. Il y en a qui considèrent que c'était de l'opportunisme et la trahison et c'était pour conserver leur siège. Hein. Quand on va parler avec Révolution Permanente, par exemple, Lutte Ouvrière ou le NPA-R, pas le NPA-A, eux, ils considèrent que c'était déjà de l'opportunisme politicien et une forme de trahison de faire la NUPES et le NFP et que ça montrait bien que tout ça, c'était de la politique bourgeoise et qu'ils étaient prêts à s'allier avec des connards. Quoi. Voilà, demandez à RP ce qu'ils en pensent. Eux, ils trouvent que LFI, c'est des opportunistes, etc., de par l'alliance qu'ils ont fait. Quoi. Donc c'est pour ça, tout est relatif quelque part. Tout est relatif. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que quand on parle de ce genre de sujet, politique électorale, politique parlementaire, oui, effectivement, il y a énormément de cynisme et d'opportunisme, mais bon, normalement, voilà, peut-être qu'on peut aussi prendre ça en compte, en tout cas, genre, voilà, acter le fait que c'est là et jouer avec, entre guillemets, c'est ce que je veux dire. Donc pour moi, c'est une erreur stratégique de la part de LFI et opportunisme de la part du PS. Ouais, bah ça se tient, ça se tient. Tu as tout à fait le droit de penser ça. Moi, je pense pas que c'était une erreur stratégique de la part de LFI. Moi, je préfère tout ce truc foutraque. C'est juste que nous, on suit le PS a trahi. Oh là là, ça nous fait trop chier que le PS a trahi. Vous préférez quoi? Toute cette séquence insupportable avec le PS qui nous ment, qui se fout de notre gueule et qui trahit tous les jours? Ou vous préférez Bardella Premier ministre? Et le RN majoritaire à l'Assemblée nationale? Moi, je préfère largement le scénario qu'on vit là, largement. Donc moi, je trouve pas que c'était une erreur stratégique de la part de LFI. Je trouve que ça a permis de ne pas donner Matignon à Bardella. Je trouve que ça permet de conserver quand même pas mal de sièges de gauche à l'Assemblée nationale. Le fait qu'on ait un NFP, même s'il n'existe plus trop, qui soit aussi gros, ça permet quand même de limiter aussi les dégâts et ça permet que Macron ne passe pas des budgets les plus austéritaires possibles au forceps. Je veux dire, moi, je ne regrette pas du tout ce qu'on a fait. La conséquence, c'est qu'on se tape ce connard de PS qui nous casse les couilles toute la journée et qui est là à baragouiner. Alors qu'effectivement, il y a un côté, on a un peu sauvé leur cul. Ça fait chier, mais c'est un moindre mal par rapport à Bardella Premier ministre, hein, largement. On n'aura pas eu une majorité absolue de toute façon, voilà, c'est ça. Moi, si on laissait vivre un peu plus que prévu le PS, entre guillemets, c'est le coût à payer pour éviter Bardella Premier ministre, moi je trouve que c'était la meilleure solution. Derrière, on continue à lutter, c'est qu'une étape du truc. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Sachant qu'en plus, moi, je pense pas que c'est ces alliances électorales-là qui ont sauvé le PS. Je pense que le PS était mort-vivant au sens propre. C'est qu'il était électoralement, suite à la présidentielle, dans les choux de fou, mais
et ça s'est vu sur les européennes, ça se voit aussi sur les échéances locales, ça va se voir avec les municipales, le PS était moins mort qu'il en avait l'air, notamment parce qu'il y a un électorat PS qui en vérité considère à l'aile gauche de l'électorat macroniste depuis assez longtemps, qui va revenir au PS probablement avec l'effondrement de la Macronie. Vous voyez? Et Place Publique sert de parti tampon entre la Macronie, l'aile gauche de la Macronie entre guillemets, et le PS, quoi. Donc le PS est moins mort qu'il en avait l'air, parce que l'électorat potentiel du PS existe toujours, ils peuvent se refaire. Et ça, je pense que Mélenchon le sait, parce qu'il a passé des décennies au PS, et c'est aussi pour ça qu'il a fait cette alliance-là. De dire, le PS était mort, et Mélenchon l'a ressuscité avec la NUPES et le NFP, pour moi, c'est déjà une mauvaise analyse. Exactement, idem pour LR. Pour moi, c'est une mauvaise analyse. Donc, à partir de là, si le PS, en réalité, semblait être mort, mais ne l'était pas, et si s'allier avec eux, ça permet de maximiser le nombre de sièges de gauche, et y compris le nombre de sièges LFI à l'Assemblée, et minimiser le nombre de sièges RN et d'extrême droite à l'Assemblée nationale, pour moi, il fallait le faire, c'était worth it à tous les niveaux. Et derrière, bah voilà. Juste si le but, c'est de tuer le PS, à ce moment-là, ok, mais le PS n'a jamais été mort, tout à fait. On est d'accord en 444, on est tout à fait d'accord. De toute façon, depuis tout à l'heure, je vois tes messages, on a l'air d'être d'accord, on a l'air d'avoir exactement la même analyse. Voilà. L'aile gauche de la Macronie, ça me fera toujours marrer, même si je comprends que tu l'utilises. C'est pour ça que je mets des guillemets comme ça. Voilà. En gros, comprendre l'aile gauche de la Macronie, c'est ceux qui, avec l'effondrement de la Macronie, risquent de se barrer à Place Publique et s'allier avec le PS. Et l'aile droite de la Macronie, c'est ceux qui, avec l'effondrement de la Macronie, risquent de s'allier avec LR et l'extrême droite. Voilà. Donc d'un côté, on a les Darmanin et compagnie, de l'autre côté, on a les Elisabeth Borne et compagnie, quoi. Bon, voilà. Dans tous les cas, c'est tous des droitards macronistes de merde, on est d'accord. Mais voilà, quand je dis aile gauche, entre guillemets, je parle de ça, quoi. Voilà. L'électorat PS, c'est des vieux fous qui votent à la couleur de l'affiche. Et au municipal, c'est des petits notables qui savent qu'ils auront les avantages avec la mairie. Pas forcément, il y en a, c'est la petite bourgeoisie vaguement progressiste. Voilà, quoi, qui est pas. Qui est pas. Qui s'en bat un peu les couilles, quoi, de politique économique, quoi, qui sont des authentiques centristes, mais qui sont quand même un peu progressistes, qui aiment pas trop la droite par rapport au racisme, etc. Et qui se disent, bon, bah, le PS, ça va, quoi. Domingo, il a voté Mélenchon, hein. Domingo, il a voté Mélenchon en 2022, juste voilà. Croyez pas que voter Mélenchon, c'est un truc d'extrême gauchiste ultra marginal en France. D'où ils sortent les 22% de Mélenchon? Pourquoi le PS a fait que 1% et Mélenchon, il a fait 22%? Domingo, il a voté Méluche en 2022, il l'a dit. Hein. Il l'a dit. Il l'a dit mot pour mot. Voilà. Donc non, c'est plus nos darons, voilà, nos darons. Hein. Nos grosses daronnes. Hein. C'est plus nos grosses daronnes, cet électorat-là. Voilà. Bref, je voulais finir avec un petit peu... avec quelques petits extraits. Un extrait notamment de François Hollande. Attends, mais c'était pas celui-là que je voulais, si? Un extrait de François Hollande. Attendez, je crois que je me suis trompé. Ah non, 2 extraits de François Hollande. Pour voir justement un peu ce qui se trame côté PS. Et c'est quoi la stratégie du PS par la suite. Donc on va regarder ça. Parle pour toi, ma daronne, vote RN. Bon. Mingo, c'est plus par vote utile que conviction. Mais est-ce que c'est vraiment deux choses totalement séparées, vote utile et conviction? C'est de la politique, hein. Non, c'est pas un militant insoumis, Domingo. Mais genre, dans les 22% de Mélenchon qui a voté vote utile, qui a voté vote conviction, je pense que c'était un mélange des deux. Il a voté par conviction et parce que c'était aussi un vote qui lui semblait utile, quoi. Voilà. Bref, j'ai toujours le morceau de Kanye West en tête, c'est une horreur. On va regarder ça du coup, parce que du coup, c'est assez révélateur. François Hollande sur Radio J, assez révélateur de la strate derrière de tout ça et de ce qu'essaye de faire le PS par rapport à cette non-censure. Oula, tu vas parler un peu plus fort, monsieur le président, s'il vous plaît? Que dès lors qu'il y a des problèmes. La daronne est grosse et a voté Mélenchon, tu as raison. Quand je dis une grosse daronne, je parle, c'est pour rigoler, j'aime bien dire ça. Tu as raison. Bon, j'ai dû la travailler pendant quelques mois quand même. Mais moi, vous savez quoi? Encore une fois, comme quoi, effectivement, le vote Mélenchon, c'est pas un truc si radical, j'ai déjà dit plusieurs fois. Moi, ma daronne de base, c'est très simple. Ma daronne correspond pas mal à l'électorat PS. Voilà. Centriste. On dirait la petite bourgeoisie progressive, parce qu'elle n'aime pas la droite. Premier degré, elle a jamais voté à droite de sa vie. Sauf une fois, c'était Macron. Mais c'est quand Macron faisait semblant d'être le progressiste. Pensez la petite bourgeoisie qui est pas anticapitaliste. Voilà. La petite bourgeoisie, mais qui est quand même progressiste, on va dire. Un peu progressiste. Et du coup, qu'on puisse se rembobiner, justement, par Macron, qui en 2016-2017 avait un discours progressif. La promesse macronienne à l'origine, c'était de dire bon, moi je suis un capitaliste, certes, moi je suis un moderne, je veux de l'économie de marché, je veux que la France elle soit compétitive à l'international, j'ai pas envie de ruiner la France, parce que voilà, c'est le monde dans lequel on vit, c'est un monde libéral, je suis libéral. Mais à côté de ça, au moins je serais progressiste. À côté de ça, je serais pas un autoritaire, je serais pas un racelard de merde, etc. C'était vraiment ça la promesse macronienne. Il y a plein de gens qui ont été séduits par ça, en réalité. Donc moi, ma mère, typiquement, de base, c'est vraiment une centriste. Plutôt centre-gauche, on va dire, vraiment c'est sa sensibilité politique. Centre-gauche, elle a voté Macron en 2017, elle a voté Mélenchon en 2022. Et après, aux européennes, elle a voté Raphaël Glucksmann. Et après, aux législatives anticipées, elle a voté NFP. Y compris alors qu'il y avait LFI dedans. Et en fait, ça, c'est un profil qui est assez courant, quoi.
C'est un profil qui est assez courant. Et c'est ce genre de profil, notamment, qu'aimerait bien récupérer le PS. Ce qu'on pourrait appeler les décis de la Macronie, finalement. Quoi. Voilà. Est-ce qu'elle revoterait Mélenchon ? Ça dépend de la dynamique, mais ouais, elle pourrait. Hein. Elle n'aime pas trop, mais elle pourrait. Hein. Ça dépend. S'il y a une dynamique autour de lui, elle pourrait voter Mélenchon. Ouais. En tout cas, en cas de second tour, Mélenchon-Bardella, elle ira voter Mélenchon sans hésiter. Ça, c'est sûr et certain. Profil de normie. Mais vous parlez mieux de Madaran, s'il vous plaît ? Progrès qui ont été De normie. obtenus. Dès lors que pour beaucoup de Français, dès lors qu'il y a des progrès qui ont été obtenus, dès lors que pour beaucoup de Français, 3 millions, il y aura une amélioration du pouvoir d'achat. Dès lors que pour des jeunes, et des moins jeunes d'ailleurs, il y a des mesures qui sont prises pour... On vient de lire l'article d'Anthony Cortès, on l'appelait Anthony, c'est mon pote. Bon, on voit bien que ces mesures de... Non, il y a des vraies mesures pour les Français. Hein, ouais. Ok. Bon, il y a des mesurettes de merde et ça change pas que c'est un budget austéritaire malgré tout. Quoi. Logement. Dès lors que pour... le pouvoir des chats, il a dit ? Attends, j'ai pas compris. Ah, le pouvoir d'achat, il a dit des chats ? Zut. Pour des jeunes et des moins jeunes, d'ailleurs, il y a des mesures qui sont prises pour le logement, des chats. Dès lors que des pour chats, des ouais. jeunes... Le Shah d'Iran ? C'est ça ? Il veut augmenter le pouvoir du Shah d'Iran. Donc lui, il est pour que Pahlavi rentre d'exil en Iran et le placer comme une marionnette de l'Occident et des États-Unis d'Amérique. C'est comme ça, c'est ça qu'il veut. Aïe. Et des moins jeunes, d'ailleurs, il y a des mesures qui sont prises pour le logement. Dès lors que pour les allocations, en particulier l'allocation logement, il n'y a eu aucune remise en cause. Dès lors que pour les collectivités locales, il y a eu un effort moindre qui a été demandé. Dès lors qu'il y a aussi une contribution, sans doute, qui sera demandée aux plus grandes entreprises et aux plus hauts revenus, pourquoi ne pas laisser passer ce budget ? Je te dis... Parce que le budget, il pue la merde à côté de ça. Alors regardez, on a fait des petits trucs. Parce que le budget n'est pas... et dans la plus pure continuité de Macron. C'est du Macron un tout petit peu allégé, quoi. Voilà. C'est comme si la gauche de base, je vais faire une analogie. C'est comme si la gauche, le NFP, François Hollande était élu NFP. Hein. Il a été élu par le NFP. Le NFP disait, il y en a marre, il faut manger moins gras, là. C'est pas possible, là. C'est pas possible de manger aussi gras. Ils sont fait lire là-dessus. À côté de ça, les macronistes, ils veulent faire passer un budget 70% de matière grasse. Ils sont en mode genre, c'est pas possible. On peut pas faire 70% de matière grasse. On avait dit, il faut pas manger gras. Ok ? Du coup, là, Le Cornu propose un budget 68% de matière grasse au lieu de 70% de matière grasse. Et le PS fait OK, bah ça nous va. Bah il est pas parfait le budget, mais on avait dit qu'on voulait plus de gras. On est passé de 70% de graisse à 68%. Non, nous voulons du fromage blanc 0%. 7,5 grammes de protéines par 100 grammes. J'en ai mangé 200 grammes ce matin avec un peu de sucre. Ah, le mal que fait l'arc Ribo-Inchep sur un cerveau humain. Bon, bref. Pas le voter, puisque les socialistes... Ribo a mangé 3 tranches de blanc de poulet, il fait 10 pompes, il fait des métaphores de go muscu. Bah oui, j'avais dit l'arc Ribo-Inchep. On veut du ski. On veut du ski, il nous sort de la crème fraîche, ça ne marche pas. Ne le voteront Ne pas voter la censure. Mais ne pas voter la censure. Comme je l'avais dit d'ailleurs pour le projet de loi de finances. Mais ne pas voter la censure. Vous aviez dit que si ils utilisaient un 49.3, vous alliez censurer, ils l'ont dit. Le premier secrétaire du PS l'a dit, Olivier Faure, il l'a dit, mot pour mot, il a dit, nous avons une condition, c'est l'abandon du 49.3. Et là, monsieur François Hollande, il est en mode genre, il pourrait faire un 49.3, nous on va pas censurer, parce qu'il y a eu, quand même, ils ont lâché du lest. Ah mais, nique ta mère! Voter la censure, comme je l'avais dit d'ailleurs pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale, dès lors qu'il y avait eu la suspension de la réforme des retraites, pourquoi ne pas avoir eu la même attitude que les socialistes, c'est-à-dire d'adopter à ce moment-là le texte formellement. Mais c'est leur droit, c'est leur liberté. Mais je vais ajouter un point. C'est-à-dire, s'il prenait la décision de voter la censure, alors que les socialistes ne le feraient pas, c'est quand même difficile après de pouvoir prétendre que nous pouvons gouverner ensemble. Ah oui. Attends, quoi, je lisais le chat, j'ai pas suivi, j'ai rien compris, quoi. S'il prenait la décision de voter la censure, alors que les socialistes ne le feraient pas, c'est quand même difficile après de pouvoir... Attendez, c'est intéressant. Désolé, pardon. J'arrête de lire le chat. S'il prenait la décision de voter la censure... Donc il parle du groupe communiste et du groupe écologiste. Regardez ce qu'il dit. Il dit les communistes et les écologistes, s'ils prennent la décision de censurer le gouvernement en cas de 49.3. Alors que les socialistes ne le feraient pas. C'est quand même difficile après de pouvoir prétendre que nous pouvons gouverner ensemble. Il a raison. Ah, oui. Et qu'il y a là un principe que chacun doit avoir à l'esprit. Gouverner, c'est prendre un certain nombre de responsabilités. Si on veut, c'est le cas des Verts et peut-être du Parti communiste, aller vers une candidature, par exemple, unique de la gauche, dans le cadre d'une... Unique de la gauche, mais sans la France insoumise. Donc là, il est vraiment en train de instrumentaliser l'unionisme béat à des écologistes qui font leur primaire et tout pour dire vous voulez allier toute la gauche, bah vous censurez avec nous, sans ça on sera plus vos compagnons. Bah non, au contraire, isolez-vous.
Laissez passer le 49.3, décidez de ne pas censurer, trahissez tout ce que vous avez dit, mais justement, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. À ce moment-là, effectivement, ça va vous quand même peut-être vous isoler du reste de la gauche malgré tout, en tout cas dans le contexte national, quoi. Donc il est en mode genre, on va censurer le gouvernement, et j'aimerais que les communistes et les écolos nous suivent là-dedans pour qu'on puisse gouverner ensemble, tous derrière moi, je suis ancien président de la République. Donc encore une fois, tout ça, c'est une manière de vouloir draguer les écolos et le PCF pour isoler la France insoumise. Et la France insoumise fait un petit peu pareil aussi. S'ils arrivent à draguer les écolos et les communistes, c'est une manière d'isoler le PS. Et au moins acter le fait que le PS, maintenant, leurs alliés, c'est dans la Macronie qui vont les trouver, et plus à gauche. Vous voyez ? Et donc, il y a ce jeu, un peu, où à la fois LFI et le PS essayent de tirer vers eux ce qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire les écolos et les communistes. Vous voyez ? Et donc, la stratégie que prend François Hollande pour dire ça, c'est du coup, censurez pas. Censure ne pourra pas faire de primaire. Voilà. Donc super l'idée de primaire des autres couillons qui veulent faire une grande primaire de la gauche avec toute la gauche. Ça donne des billes à François Hollande. Hein. Bah bravo. Hein. Primaire. Comment justifier une primaire de la part de certains s'il y a des positions aussi finalement opposées les unes les autres. Donc il faut avoir là aussi l'idée que si on veut se présenter unis devant les électeurs, il faut être capable de se présenter. Il a raison. Bah ouais, moi je pense qu'il a raison. Il a raison, ou à un moment donné, il va falloir clarifier la position pour les unionistes de gauche, type écolo et tout. À un moment donné, ils pourront pas s'allier avec soit le PS, soit LFI. Il le dit pas comme ça, mais il a raison. Choisissez, c'est ce que je dis depuis des mois. Hein. Choisissez. Soit vous êtes unioniste, très bien. Vraiment, les unionistes, il y a 3 solutions, messieurs les unionistes. Soit vous allez rajouter une 3e candidature, un 3e camp politique, une 3e gauche entre la gauche PS, entre guillemets, et la gauche LFI. Ou alors, soit vous vous ralliez au PS, soit vous faites une union avec le PS, soit vous faites une union avec LFI. Mais il va falloir se positionner clairement. Et là, peut-être que ça va être aussi un moment de vérité, au moins sur les échéances nationales et dans le cadre national. Encore une fois, les municipales, ça vient un petit peu remettre tout ça en branle, quoi. Mais là, c'est un peu ce qui va se tramer dans les prochains jours. Donc, à suivre, hein, on va en parler. Mais effectivement, François Hollande, il est sincère là-dessus. Il est en mode genre, mais vous pouvez pas ne pas voter avec nous et vouloir vous allier avec nous. Si vous décidez de censurer le gouvernement, ça actera le fait qu'on peut pas gouverner ensemble par la suite. Donc, très bien, très bien. Et moi, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Les écolos et les communistes, ils vont censurer si c'est un 49.3. Ils l'ont fait sur tous les 49.3 jusque-là. Voilà. Le PS, par contre, voilà. Donc, isolez-vous, c'est très bien. Voilà. Allez avec vos alliés naturels, la Macronie, et foutez en paix la gauche. Comme ça, après, la gauche, on se retrouve juste avec LFI, les écolos, les communistes et l'après. Et donc là, le centre de gravité de la gauche, enfin, ça paraît clair que c'est bel et bien LFI. De toute façon, c'est le cas. C'est le cas. Voilà. Enfin, parfois, on me dira, le truc de est-ce qu'on suce LFI ou pas, ou quoi que ce soit, les insoumis, parfois j'en parle souvent, parfois je suis en mode genre, mais vous êtes des insoumis. Toujours est-il qu'il y a une chose qui est sûre, moi je suis de gauche, donc je soutiens LFI, en fait, c'est aussi simple que ça. Quand t'es de gauche en France, la plupart des gens le savent, quand t'es de gauche, tu soutiens LFI. Censé, il aurait pas fait 22% à la présidentielle, Mélenchon. Donc à ce moment-là, si le PS s'isole du reste du feu NFP, il y aura un moment de clarification. Effectivement, la gauche, c'est LFI qui est hégémonique dans la gauche, et ça fait que la gauche, ça serait juste LFI, les écolos, le PCF et le PS, cassez-vous. Et là, ça permettra peut-être un cadre unitaire satisfaisant, sans le PS, premièrement, et ça permet aussi d'acter la position hégémonique de LFI dans la gauche française. Donc allez-y le PS, allez-y, laissez passer le 49.3, actez le fait que vous êtes l'allié de la Macronie, ou de ce que va devenir la Macronie avec la fin de Macron, restez avec Glucksmann et tous ces blaireaux, voilà. Ça va faire du bien à la gauche, en fait. Et les tentatives de drague des communistes et des écolos, je pense que ça ne va pas passer. À voir. Je vais aussi vous montrer cet extrait-là et on va finir là-dessus. Bernard Cazeneuve, hein, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu parler. Donc Bernard Cazeneuve, c'est la même team que François Hollande, c'est la même que Raphaël Glucksmann et compagnie. Regardez ce qu'il dit sur la présidentielle. Parce qu'encore une fois, derrière tout ça, c'est déjà les contours de la présidentielle qui se dessinent. C'est oui ou non Non, ça résout pas le problème Roussel, ceci dit. Mais Roussel est en perte de vitesse et quand on parle de tout ce qui est législatif, Roussel, il a été mis hors jeu par le fait qu'il n'a pas été réélu à l'Assemblée nationale. Là, c'est plus Stéphane Peu et Elsa Fossillon, limite, sur les questions parlementaires qui gèrent le truc. Sachant qu'il y a un congrès du PCF cette année. Hein. Peut-être que Roussel va prendre une branlée. Hein. C'est pas impossible. Hein. Parce que quand même, il est en perte de vitesse au sein du PCF, Roussel. Pour de vrai. Alors, le dernier congrès, il s'est fait réélire, mais il n'était pas en perte de vitesse comme ça. Hein. Pour en avoir parlé avec des gens qui étaient au PCF, ou en tout cas qui connaissent bien le PCF, ils sont en mode genre, ah non, la situation actuelle du PCF par rapport à Roussel, c'est pas celle du dernier congrès. Hein. Là, vraiment, il est beaucoup plus impopulaire qu'avant. Voilà. Fabien Gay, les roussellistes? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Et Fossillon, elle est fille compatible. Je leur dis, Stéphane Peu et Elsa Fossillon étaient sur la plateforme d'opposition à Roussel au moment où Roussel s'est fait élire, et ils étaient dans la continuité de la stratégie de Pierre Laurent, qui était de s'allier avec le PCF pour les élections, pas de fusionner avec eux, de s'allier avec LFI, pardon, pour les élections, pas de s'allier avec eux et de fusionner avec eux, pas de fusionner avec eux, mais de s'allier dans le cadre au moins des élections. Quoi. Voilà. Alors après, il y a tout un tas d'histoires qui fait que ça a acté la fin du front de gauche, ça ne vient pas que du PCF, hein, il y a eu une embrouille à un moment donné, je vous en dis pas plus, mais bon, bref.
Une phrase, c'est oui ou non. Le cauchemar pour vous, c'est un deuxième tour, Bardella, Jean-Luc Mélenchon? C'est ce qu'il faut éviter à tout prix à la France? C'est ce qu'il faut éviter à tout prix à la France, effectivement. Vous feriez quoi dans ce cas-là, Bernard Cazeneuve? Oui. Je ne me place pas dans les hypothèses que je cherche à éviter, sinon vous voulez créer les conditions pour qu'elles adviennent. Et Le Pen... Alors moi, ça me fait un truc bizarre, c'est qu'on vit tellement dans un moment médiatique où c'est l'outrance et la débilité qui priment sur tout le reste, c'est que le style Cazeneuve, il parle comme ça, de manière très, très, très officielle, de manière un petit peu pompeuse et de machin bidule. Il répond pas, il donne aucun buzz. On lui demande alors, vous feriez quoi en cas de présidentielle, de machin, il répond ça. Vous feriez quoi dans ce cas-là, Bernard Cazeneuve? Oui. Je ne me place pas dans les hypothèses que je cherche à éviter, sinon vous voulez créer les conditions pour qu'elles adviennent. Et le... Très élégant comme réponse. Hein. Un peu vieillotte, mais j'aime bien. Mais en vrai, en plus, du coup, ça le rend de fait un peu plus basé que les autres. Hein. C'est horrible à dire. Mais quand il dit ça, en vrai, bah ouais, je me place pas dans les trucs politiques. Je ne veux pas qu'ils adviennent, sinon c'est la prophétie réalisatrice. Moi, j'aime un peu bien, un peu basé. Hein. Pen, Bardella, est-ce qu'ils sont interchangeables aux yeux des Français? Et pour vous? En tous les cas, pour moi, c'est l'extrême droite se substituant à l'extrême droite. Donc là aussi, c'est une question qui, pour moi, n'a pas beaucoup de sens. C'est, en dépit de la différence de personnalité, la même orientation politique, dont on voit d'ailleurs les conséquences qu'elle aurait pour le pays, compte tenu de ce qu'est la grande mansuétude, pour ne pas dire la grande complaisance, de ces leaders politiques à l'égard de Poutine, de Trump, c'est-à-dire de ceux qui menacent l'Europe et qui sont... Ouais, on suce Cazeneuve maintenant, c'est ça l'AD. Hein. On suce ironiquement Cazeneuve. Alors, ceux qui suivent le live depuis longtemps, vous avez déjà vu sucer ironiquement Cazeneuve. Ça me fait trop marrer. Le style Cazeneuve, je le trouve tellement en décalage par rapport à ce que c'est concrètement que l'état médiatique, que l'état des médias par rapport à tout ce qui est politique. Il arrive, il parle très comme ça. Genre, il est à l'ancienne, quoi. Il est vieille école. Du coup, il me fait marrer. Très prompt, on l'a vu au cours des dernières heures, à agresser notre pays. Une phrase, c'est... Ouais, bon, on voit l'extrait, c'était pas très intéressant, quoi. Mais oui, voilà. En tout cas, il dit un truc intéressant, c'est que quand il le dit, c'est ce que dit, c'est ce que pense toute sa famille politique. Le second tour Bardella-Mélenchon serait un cauchemar. Donc le PS, justement, ils veulent pas s'allier avec LFI. Ils veulent arriver au second tour pour pas que Mélenchon y arrive. Et du coup, c'est à ça qu'ils travaillent. Et c'est ça qui explique à un moment donné qu'ils vont probablement laisser passer un 49-3. Parce qu'ils sont en mode, on s'en bat les couilles. On va travailler un électorat pour tenter d'aller gratter un second tour et gagner face à Bardella ou Le Pen. Pour que Mélenchon ne le fasse pas, parce que sans ça, c'est l'extrême droite qui va gagner. Vous voyez, c'est un peu ça leur logique. Et donc pour ça, ils ont besoin d'un électorat qui leur permettrait d'avoir des voix. Et c'est pas l'électorat de gauche, c'est plus l'électorat aile gauche de la Macronie, l'électorat centriste qui a été phagocyté par Macron ces derniers temps. Quoi. Ce qui explique aussi un peu leur manœuvre, et ce qui explique le fait qu'en fait, ils n'ont rien à foutre de se détacher du NFP quelque part. Voilà. Donc là, on est un peu dans un moment de clarification. Je pense que ça va se clarifier encore plus dans les semaines à venir. Mais en plus, tout ça va être faussé derrière par la municipale, par le fait qu'il y aura d'autres alliances, mais même pas tout le temps les mêmes alliances, des cadres unitaires différents en fonction des villes, et ça va rendre le truc pas clair, mais bon. En tout cas, là, le PS est en train de finir d'acter son ralliement à la gauche macronienne, on pourrait dire, ou en tout cas son détachement de la gauche. Quoi. Voilà. Bref, c'était intéressant au final, ce petit article et tout, ça nous a permis de reparler un peu de ces dynamiques politiciennes, la popole, j'en avais pas trop fait depuis la rentrée, on parlait plus d'international. Trop cool, hein. Franchement, c'est là que je me rends compte que c'est quand même les sujets que je connais bien, quoi. À chaque fois, ça parle sur le chat, on est en mode genre, mais attendez, non, moi, je suis pas d'accord avec vous, tatata. En vrai, c'est bien. C'est un peu là-dessus que je me suis fait connaître sur Twitch. C'est pas pour rien. C'est pas le truc où je suis le plus mauvais, je trouve. Voilà. En tout cas, si vous avez regardé la capsule et que vous avez trouvé que c'était une analyse intéressante, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un like en disant waouh, analyse super intéressante. Cependant, je pense que tu te trompes. Et après, ça part en débat dans les commentaires et puis tout ça, ça fait de la visibilité. Let's go. Tout ça fait du débat intéressant. Voilà, en tout cas, nique le PS, hein, là vraiment, ils sont grillés. On va voir, on va suivre ça dans les prochains jours qui arrivent, probablement un 49.3, des discussions, il va y avoir du réac, il va y avoir des trucs. Et venez sur Twitch et abonnez-vous. Voilà.